la poésie, c'est l'art de la synthèse. Effectivement, il y a dans ce livre l'esprit d'un journal. C'est effectivement un journal, mais c'est un journal qui ne se tient pas vraiment au jour le jour, parce que en fait, les dates que j'indique sont les dates auxquelles j'ai achevé les poèmes. Parce qu'un poème de 14 vers, un sonnet comme ça, je ne mets pas une journée à l'écrire. Il est jeté comme ça sous forme de premier jet, et puis ensuite il est élaboré, il est trituré, il est travaillé, justement dans le but de retrouver une émotion originelle, et justement de traduire ce moment qu'on a voulu saisir, et justement dont on a voulu faire la synthèse, et de le fixer comme un souvenir, comme une photo de l'âme, de l'état de l'âme au moment où on a voulu écrire, et justement l'installer dans une forme de chronologie qui n'est pas forcément logique, au sens logique du terme, mais qui correspond, je dirais, à la logique du cœur. C'est-à-dire, vous savez, c'est comme dans ces films où tout d'un coup, au moment de l'action, il y a tout d'un coup ce qu'on appelle un flashback qui revient et dont on comprend l'incidence dans le présent. Un livre, c'est un copain merveilleux parce qu'on l'a dans son sac, on peut le sortir de son sac ou de sa poche, ouvrir à n'importe quelle page, on n'est pas tenu par l'histoire, par l'anecdote, comme dans le cas d'un roman par exemple, et tout d'un coup on va chercher, prendre une phrase qui s'offre à nous. Pour vous donner un exemple, tout à l'heure, il y a dans mon livre un moment où je traite finalement de la condition d'artiste et d'écrivain, et il y a un poème qui commence par « Acheter mon livre, j'ai faim ». Et alors, tout d'un coup, les livres parlent, et tout à l'heure, quand je dédicaçais mes livres, donc voilà, et à un moment donné, souvent je parle, j'explique, etc., comme je le fais là, et tout d'un coup, il y a une dame qui prend un livre et qui l'ouvre. Au moment où j'allais lui parler du livre, elle l'ouvre à la page 90, sur ce poème qui dit « Achetez mon livre, j'ai faim ». Elle me dit « Regardez ce que me dit votre livre ». Et je lis « Achetez mon livre, j'ai faim ». Je dis « Voilà madame, tout est dit ». Et donc elle a pris mon livre. Et en fait, c'est ainsi qu'on rencontre, grâce à un livre de poèmes, qu'on rencontre notre âme, notre propre âme, dans une chronologie qui est celle de l'instant où on ouvre un livre, et pas simplement celle de l'instant où l'on se rappelle. Et c'est pour ça que j'aime la poésie, et c'est pour ça que je suis d'ailleurs, que je résonne, et avec un E accent aigu, plus qu'avec un RAI, quand j'entends, lorsque vous dites « oui c'est un journal ». Oui c'est un journal, mais c'est un journal poétique. Voilà. Parce que la durée c'est autre chose. On est là à la fois pour fixer le volatile, bien sûr, mais aussi pour volatiliser le fixe. C'est un principe alchimique, hein, que celui de l'action d'écrire et de lire, hein, et qui se transmet comme ça d'auteur en lecteur. Moi, je dis simplement que tout commence, et tout commencera toujours à partir du moment où on ouvre un livre et qu'on lit une phrase. Alors, effectivement, c'est comme si tout d'un coup on pouvait appuyer sur la case départ. Parce que finalement, les choses meurent à chaque instant, je le dis dans le livre, le présent n'existe pas, le présent est un concept illusoire, je veux dire, puisque là, depuis tout à l'heure nous parlons, nous fabriquons du passé, et ce que nous allons nous dire, nous ne l'avons pas encore dit, donc il ne fait pas partie de ce que nous sommes en train de nous dire. Donc voilà, le présent est une illusion. Et en fait, on est toujours comme ça, dans cette espèce d'espace très difficile à définir entre le passé perpétuel et l'avenir perpétuel. Et on cherche le présent en fait. Et tout d'un coup, le présent, on le trouve au moment où tout d'un coup on se connecte avec une émotion et paf, là on est dans cette, ce partage du présent finalement qui peut se faire au-delà du temps, en dehors du temps. Et la magie de la création, c'est de nous permettre d'opérer cette connexion justement. Et de le fixer. Qu'est-ce qui vous plaît? Parce qu'il y a plein de façons de faire de la poésie. Qu'est-ce qui... Une forme à la fois résonante et raisonnée. C'est-à-dire que avec le sonnet, on a quitté les formes fixes qui étaient en vogue avant le 1er XVIe siècle, où l'on cherchait toujours l'harmonie phonétique, le son plus que le sens. Et finalement, on a besoin à un moment donné de sens. Et on va introduire des rimes.
les formes jusqu'au rondeau marotique étaient des formes sur 2 rimes, justement pour que le son domine et qu'on puisse danser avec les mots et chanter avec les mots. Et puis avec le sonnet, donc on a ces 2 quatrains qui sont sur 2 rimes, comme du temps du rondeau, et puis tout d'un coup on a cette rime CC qui arrive, c'est ce distique central qui se trouve à la fin dans les sonnets shakespeariens, et puis ensuite on a DE, DE ou DE, ED, voilà, 2 rimes de plus, et ces 2 rimes de plus finalement elles permettent au Legain d'habiter le poème, elles permettent à la glose de s'installer dans le chant. Et ça, c'est magnifique parce que dans le sonnet, c'est 50-50, c'est moitié-moitié pratiquement, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez donc 6 vers pour dire quelque chose et 8 pour les chanter. Donc c'est vraiment la forme pour moi, une forme absolument magique parce qu'elle permet de chanter et de dire. Et donc, quand on veut fixer par la synthèse nos émotions, on est pressé. Et là, c'est formidable parce qu'on a un outil merveilleux. Il a fait, d'ailleurs, il a plus rien approuvé cet outil-là. Et il nous permet finalement de nous situer hors du temps et de pouvoir parler à toutes les générations. C'est Jean Cocteau qui disait la mode, c'est ce qui se démode. Moi, j'aime bien tout ce qui n'est pas dans la mode. Parce que finalement, la mode va se démoder, mais tout ce qui n'est pas dans la mode appartient à tous les temps finalement. Hein. Et quand on lit un sonnet, qu'il soit un sonnet du XXe siècle ou du XVIe siècle, ben, on est dans quelque chose qui se transmet à travers le temps et qui n'est pas prisonnier du temps. On en parlait un petit peu là. Vous savez, la nature a horreur du vide, et donc ce vide va se remplir. Maintenant, de quoi va-t-il se remplir? Voilà, la question est là. S'il se remplit de quelque chose qui va nous emplir ou quelque chose qui va nous assécher, nous rendre avides, et voilà, ce vieux conflit est là. Moi, dans ce livre, en tout cas, j'ai osé le jeu. Hein, le jeu. Et pas celui de Rimbaud, pas celui qui est un autre, celui qui est bien moi. Moi, quand j'écris en général, je me planque. Hein. C'est-à-dire que je me positionne, c'est faux. Mais, comme celui qui observe, et je parle un peu de moi en disant que je parle des autres, parce que voilà, d'une façon, j'ai toujours fait ça. Et puis là, tout d'un coup, je me suis dit, Francis, est-ce que c'est bien honnête finalement de t'exclure de ton propre regard quand tu observes les autres? Je fais partie des autres, et tout d'un coup, j'ai eu envie. Voilà, j'ai fait une espèce de crise d'honnêteté, et je me suis dit, non Francis, écoute, voilà, tu parles à des gens qui t'aiment, et pas forcément à des gens qui te jugent, et même s'ils ne t'aiment pas, la haine est une forme d'amour comme une autre, ce qui est pire que tout, c'est l'indifférence. Donc, adresse-toi finalement, ose le jeu. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est que dans ce livre, qui est finalement une introspection sur l'état de mon âme amoureuse pendant les 5 dernières années, qui est un journal, comme vous l'avez fort bien dit, j'ai osé le jeu et en me disant, bon, on va bien voir ce qui va se passer. Et je n'ai jamais autant rencontré l'adhésion et les témoignages, j'en ai jamais autant eu. Vous savez, c'est ces fameux témoignages qui disent, oui, mais moi, j'ai ressenti ça, mais moi, on dirait que tu as écrit ce poème pour moi, etc., etc. Et finalement, en osant le jeu, j'ai rencontré l'autre comme jamais. Et c'est une révélation pour moi, je vais oser le jeu de plus en plus, parce que le jeu me permet de rencontrer l'autre, parce que l'autre, c'est nous. Sur l'écriture ainsi, mais moi de plus en plus et plus je vieillis, plus je le vois autrement. C'est-à-dire que je pense que le point de vue que vous défendez là, c'est celui du jeune homme. Hein, et vous êtes un jeune homme. Et voilà, moi qui ai quelques années en plus, vous savez, je suis très heureux de partager cette scène avec vous et de parler de Schubert, de parler si bien de Goethe, parce que vous savez, Goethe disait quelque chose de pas mal. Goethe disait finalement, la poésie, c'est pas... Il y a deux formes de poète finalement. Il y a le poète de nature rimbaldienne, qui est le poète adolescent, hein, le poète, voilà, comme ça, qui est finalement qui est sous l'emprise de son démon, hein, le daimon, le fameux daimon de Goethe. Et puis s'il survit à son démon, hein, et qu'il passe la quarantaine sans mourir ou sans tuer quelqu'un, eh bien ce jeune poète à qui Rainer Maria Rilke écrit ses lettres devient un poète moins jeune et donc il rentre dans une phase, hein, qui est la phase de Goethe finalement, que Goethe a connue, de la phase de Hugo, de tous ces vieux poètes, hein, qui finalement rentrent dans une phase de leur poésie où ils vont, eux, être en demeure de maîtriser leurs démons. C'est-à-dire qu'on passe de la phase du poète rimbaldien qui est maîtrisé par son démon, ou en tout cas sous l'emprise de son démon, à la phase du poète
Goethe, en fait, Goethe sur la fin de sa vie, qui finalement atteint un âge canonique, hein, et Hugo, pareil, et qui finalement, leur mission est d'inverser la polarité démon-âme. Et tout d'un coup, il maîtrise ce démon, à ce moment-là, il devient une espèce de copain, finalement, qui va faire où on lui dit de faire et qui va lui permettre d'être un autre poète. Moi, je suis dans cette phase où je suis passé de la phase rimbaldienne, où j'étais complètement sous l'emprise de mon démon, et maintenant je le maîtrise, il m'obéit, et finalement je regarde le monde avec un regard plus apaisé. Et c'est intéressant ce que j'ai à dire, je pense aussi en étant apaisé. Et d'ailleurs ça me pose certains problèmes parce que j'ai écrit des choses, moi, disons dans mes premiers albums, mes premiers albums, les 5-6 premiers albums, c'est des chansons que j'ai écrites entre 13 et 17 ans. Donc je les ai chantées entre 20 et 27. Et alors, il y a des trucs là-dedans que je ne peux plus chanter. Oui. Par exemple, il y a une chanson où je dis je trouve même au Condé l'air un petit peu moins bête, je trouve même au vieux con l'air un petit peu moins con. Et bien sûr, je ne peux plus du tout chanter ça, dire ça aujourd'hui. Parce que moi, quand je vois un gendarme, je vois plus son uniforme, je vois un homme, je vois un être humain, je lui souris, je le salue, je n'ai que de l'estime et de respect pour lui en tant qu'humain. Quand j'avais 13 ans, j'avais qu'une envie, c'était de lui cracher dans la gueule. Et donc, je suis pourtant toujours Francis, celui qui a écrit ça, et cette chanson, les gens l'adorent. Et moi, quand je chante cette chanson parce qu'on me la demande, j'ai toujours un trou de mémoire au moment de ces deux vers. Je ne peux plus les chanter. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est ce qui nous arrive quand on ne meurt pas avant 40 ans. Voilà. Ce que dit très bien d'ailleurs